La France traverse une crise profonde du soin, des soignants épuisés, des postes non pourvus, des aides-soignants introuvables. Pourtant, les besoins de soins explosent du fait notamment du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques. Alors faut-il repenser en profondeur les métiers du soin? Et si le problème ne se limitait pas au manque, mais à la façon dont nous concevons et organisons le soin, c'est le thème de cette émission. Bonjour John. Bonjour. Bonjour Angélique. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. John, pour commencer, la France connaît une pénurie de soignants, je ne l'ai que trop dit. Quelles en sont les principales causes? Alors, les causes, elles sont multiples et en fonction de chaque profession, nous n'avons pas les mêmes difficultés. Chez les infirmiers libéraux, puisque je représente les infirmiers libéraux, on le voit bien depuis quelques années, un nombre d'infirmiers libéraux sur le territoire qui est en baisse. Mm. Alors que les besoins, comme vous l'avez dit, en soins, en santé, sont en train d'exploser avec le vieillissement de la population, mais aussi la volonté de rester à domicile. Mm. Donc les raisons, elles sont... On a eu, je pense, la crise sanitaire a été un déclencheur. Avec des professionnels qui s'épuisent, qui ont un manque de reconnaissance. Il y a eu une certaine autonomie, une certaine rapidité de réaction pendant la crise sanitaire, et le retour à la vie réelle après cette crise sanitaire a été violent pour les professionnels. C'est-à-dire que des choses qui étaient facilitées sont redevenues compliquées, et puis en parallèle, on a eu une instabilité politique qui a fait que des textes n'avançaient pas. Et le manque de reconnaissance de ces professionnels s'est ancré vraiment dans l'histoire et fait qu'on a des professionnels qui sont épuisés, qui se sentent dévalorisés et qui, au lieu de lutter, vont quitter le métier. Et ça, c'est réellement inquiétant pour l'avenir. Est-ce que la formation est aussi au cœur du problème? Oui, bien sûr, puisque on a une loi qui a été votée en juin, qui a mis beaucoup de temps à être votée, mais qui a été votée. On a encore des textes en attente, mais ça devrait se débloquer, et qui va permettre de aussi revoir la formation infirmière. Donc, on a vraiment une réingénierie du métier. Le métier d'infirmier de demain se construit avec beaucoup plus d'autonomie, de possibilités de prévention, d'éducation à la santé. Enfin, on a vraiment un champ qui se développe. Maintenant, il faut que les textes puissent sortir, et la formation va aller avec. On va revenir justement sur cette loi infirmière de juin 2025. Angélique, côté citoyen et organisation, quel impact la pénurie a-t-elle sur l'expérience patient et la confiance dans le système de santé? Alors nous, j'ai travaillé sur de nombreux sujets de recherche et plus précisément pour traiter la pénurie, on se rend compte qu'aujourd'hui les citoyens se sentent complètement en défiance vis-à-vis des pouvoirs publics et des pouvoirs politiques, parce que la désertification médicale ne se fait pas que du côté des politiques et des soignants, elle se fait aussi du côté des citoyens. Et juste pour rappeler un petit peu ce que vient de dire John, on va dire que la crise démocratique a vraiment été très forte aussi suite à la crise du Covid, puisque nous, on a réalisé une enquête justement post-Covid qui disait que 80% des citoyens préconisent une gouvernance plus respectueuse des aspirations populaires, et justement de pouvoir associer les citoyens à des décisions politiques plus fortes sur les territoires, donc d'avoir des médecins un peu plus près de chez eux. Mmh. John, pour en revenir à la loi infirmière de juin 2025 et les avenants en cours de négociation, quels changements concrets sont attendus pour les infirmiers et les infirmières libéraux? Alors, d'un point de vue de la loi, c'est vraiment plus d'autonomie, une reconnaissance de compétences qui sont pourtant appliquées au quotidien par les professionnels, mais qui n'étaient pas reconnues, qui n'étaient parfois même pas dans les textes. Donc ça, c'est vraiment le premier volet. Amener la profession vers plus d'autonomie, c'est-à-dire que ne pas toujours dépendre d'une prescription médicale pour prendre en charge certains patients. C'est faciliter l'accès aux soins. Et ça, c'est quelque chose qui rentre dans les compétences de la profession, mais qui, jusqu'à maintenant, n'était pas reconnu. Faire entrer la consultation infirmière, ça a été une grande bataille, puisque la consultation, jusqu'à maintenant, était une consultation médicale, alors que la consultation infirmière existait depuis des décennies dans notre formation, mais jamais reconnue. Donc là, on rentre aussi vers de la consultation infirmière. Donc c'est vraiment tout ce champ de plus de compétences, de reconnaissance de ces compétences, et puis d'autonomie, parce qu'on va pouvoir aussi adapter certaines prescriptions.
pas sur les médicaments, Mmh. mais vraiment sur des examens complémentaires, pouvoir prendre en charge une plaie sans avoir systématiquement une prescription médicale. Donc c'est vraiment tout ce champ qui va permettre de valoriser nos compétences et mieux de les reconnaître. Ça, c'est sur le champ réglementaire. Sur la partie négociation, maintenant, c'est mieux valoriser la profession, puisqu'il y a quand même une difficulté de valorisation, et ça, il y a vraiment une urgence à agir, mais c'est aussi reconnaître ces nouvelles compétences qui sont entrées dans la loi, dans le cadre de notre convention qui régit en fait l'exercice libéral et la facturation des actes par les infirmiers Et est-ce qu'on libéraux. peut craindre que ces changements, accentuent la charge administrative, des soignants? Alors ça, c'est le gros risque et c'est ce à quoi on est vigilant. Mmh. C'est-à-dire que il va y avoir d'un autre côté sûrement plus Mmh. d'administratifs, mais il y a des choses qu'on peut lever. Il y a des contraintes administratives qui sont désuètes et qui ne servent à rien. Donc il faut Mmh. vraiment réussir à les lever pour pouvoir simplifier le Mmh. quotidien des professionnels de Oui, sans santé. compter, l'aide des outils numériques et maintenant de Oui, mais l'intelligence c'est pareil. artificielle. Là encore, il y a des grosses difficultés sur les outils numériques puisque En termes de formation et d'appréhension des outils? ouais, et c'est surtout d'interopérabilité des outils. C'est-à-dire que si je veux me coordonner avec certains professionnels de santé, je dois utiliser le même outil qu'eux. Mmh. Alors que je vais travailler avec une multitude d'infirmiers, de médecins, avec plusieurs autres professionnels de santé. Et on ne peut pas nous obliger à avoir différents outils. À chaque fois, c'est des abonnements. À chaque fois, c'est passer d'un outil à un autre. Ça, c'est complètement désuet. Et puis, le DMP, qui pourrait être un bon outil, paraît maintenant d'un DMP, autre vous pouvez nous siècle. expliquer pour ceux qui, ne connaissent Le pas? dossier médical partagé, c'est ce document, enfin ce dossier qui est informatique, Mmh. sur lesquels sont entrées les données Mmh. des patients, donc leurs examens, leurs prescriptions de traitement. Donc tout cela va dans le DMP, Mmh. sauf que l'accès à ce DMP est complexe pour les professionnels de santé, et rechercher un document dedans, je vous dis, on est vraiment 30 ans en arrière. Mmh. Angélique, du point de vue du citoyen, comment sont perçues ces transformations, que vient d'évoquer, John? Justement, nous, on a travaillé sur une étude avec des médecins généralistes. Et donc, on était plusieurs chercheurs, justement, en gestion et en économie. Et on a travaillé sur l'acceptabilité des chatbots santé en Mmh. pré-diagnostic médical. Donc, et on a eu des résultats très, très encourageants sur l'utilisation des chatbots santé pour aider justement les médecins dans le diagnostic médical, pour les aider justement à gagner du temps utile, justement, pour permettre aux médecins de pouvoir se focaliser sur des maladies beaucoup plus importantes, et de pouvoir laisser la main à des chatbots santé sur ce qu'on appelle la bobologie. Bien sûr, ça ne retire rien, la présence des médecins dans le diagnostic final, mais les résultats ont été Mmh. quand même très encourageants du côté des médecins, mais aussi du côté des citoyens, sur l'acceptabilité sociale, de ces chatbots santé qui sont l'intelligence artificielle, justement pour accompagner les médecins, et le côté était vraiment très, très positif. John, vous émettez, un certain scepticisme, vous me l'avez dit, mais est-ce que néanmoins vous êtes d'accord avec cette idée que ça peut, in fine, soulager les soignants? Alors, peut-être sur l'aide aux médecins, sur le diagnostic, sur les traitements adaptés, sur tout Mmh. ce qui est intelligence artificielle. Mais quant aux infirmiers, Sur non? les infirmiers, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est vraiment sur la relation avec le soignant, avec le soigné, pardon, Mmh. sur du soin technique. Et ça, c'est pas l'IA qui va pouvoir nous aider. Alors, elle peut nous aider dans optimiser nos tournées, c'est-à-dire Oui. dans quel sens je prends tel patient ou tel patient. Il y a des outils qui vont nous aider, ou sur la facturation des actes pour essayer d'éviter des erreurs. Mais on est vraiment un métier de De té technicien de terrain. et aussi de relations. On Mmh. est les seuls professionnels de santé qui assureront les soins au domicile des patients Mmh. 7 jours sur 7. Donc ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Ce n'est pas l'IA qui va nous aider sur ce point-là. On voit aujourd'hui, les frontières entre métiers du soin, se brouiller. Est-ce qu'il faut, protéger, selon vous, les identités, professionnelles, ou est-ce qu'il faut encourager, une certaine polyvalence? Alors ça, c'est tout l'enjeu du système de santé de demain, je pense. On s'arc-boute tous Mmh. sur ça, c'est mon précaré et les autres ne doivent pas y toucher. On le voit bien, pour autant, on a besoin de gommer ces frontières. Nous, on demande aux médecins de nous laisser plus d'autonomie, de faire confiance aussi aux professionnels de santé, aux infirmiers aussi, d'accepter que d'autres professions aillent aussi sur leur champ de compétences.
je crois qu'à un moment, on ne peut plus se dire on doit Quelle préserver. profession pourrait aller sur le champ de compétences des infirmiers? On le voit bien, les aides-soignants ont pris une certaine autonomie sur des actes qui étaient avant réservés aux infirmiers. Les pharmaciens sont venus aussi, alors je ne sais pas si je dois dire empiéter, puisque c'est un côté négatif, mais en tout cas sont venus sur notre champ de compétences. Et nous, on réclame aussi aux médecins de nous lâcher un peu plus d'autonomie. Et je crois que c'est ce qui va contribuer à mieux faire fonctionner le système de santé. Et la problématique de la pénurie de soignants peut être aussi gommée par moins de frontières entre les métiers. Mais je crois que là, il y a encore un gros travail à faire de la part des professionnels de santé, mais aussi des pouvoirs publics qui ont tendance, malgré tout, à nous opposer dans des décisions qui ne sont pas concertées au préalable. Angélique, votre avis sur cette polyvalence, est-ce que ça pourrait améliorer la fluidité du parcours, ou est-ce qu'au contraire, ça risque de brouiller la relation entre le patient et le soignant? Déjà, il faut considérer le patient comme un patient partenaire, un patient citoyen. Et on voit bien aujourd'hui, hein, à la fois dans la désertification médicale, hein, c'est quand même le monde rural qui souffre aujourd'hui d'accompagnement médical. Donc, il est nécessaire, hein, par exemple, d'utiliser des outils de l'intelligence artificielle, même si, bien sûr, hein, je tiens à être prudente qu'il faut toujours qu'il y ait le regard du médecin, mais ça peut aider justement ces personnes à être actifs aussi dans leur parcours de soins, de ne pas être mis de côté. Et de plus, ça permet aussi de prendre en compte que le patient, il a aussi une expertise. Et c'est ce qu'on a fait révéler dans un certain nombre d'études, c'est qu'on a tendance à croire que le patient, il est juste accompagné, mais le patient peut être aussi acteur de son parcours de soins. Il peut avoir aussi des avis sur les politiques publiques qui sont mises en place, mais aussi sur la manière dont aujourd'hui sa santé est gérée au quotidien. Et donc c'est important de lui donner la parole et c'est important de reconnaître son expertise citoyenne, d'où l'enjeu de pouvoir avoir des instances où les citoyens peuvent aussi s'exprimer. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de lois, hein, qui ont été mises en place sur les conseils d'usagers, les conseils vie sociale, etc. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même des restrictions qui font que les patients ne sont pas toujours très alertés, ou ils sont représentés de manière indirecte, et que ça n'influence pas les décisions médicales, ou en tout cas organisationnelles. Et justement, Donc, je Angélique, pense qu'il faut plusieurs outils. Il faut plusieurs outils pour permettre, justement, ces patients partenaires, ces patients citoyens de pouvoir, être, acteurs de leur parcours de soins, donc d'être aussi au centre de ce qui est proposé. Angélique, vous travaillez sur la mise en place de conseils de citoyens. De quoi s'agit-il exactement? Les conseils de citoyens, ce sont des organisations de citoyens, hein, dits lambda, qui sont organisées soit par des collectivités territoriales, soit par des institutions publiques, hein. Ça peut être un hôpital qui organise un conseil de citoyens. Donc souvent, ce sont des citoyens qui sont tirés au sort ou volontaires, qui sont réunis sur une instance où ils doivent travailler sur des politiques publiques, sur des politiques qui sont mises en place au sein d'une institution, au sein d'un territoire, mais aussi au niveau national. Je peux vous citer l'exemple des conventions citoyennes, je peux vous citer l'exemple des workshops, tout ce qui est instances citoyennes, donc les budgets participatifs, etc. Mais ce sont des instances citoyennes où les citoyens peuvent participer à la mise en place de politiques publiques. Ça évite, ça permet d'anticiper les crises, ça permet de gérer les crises, mais aussi de pouvoir les organiser. C'est ce qui a été remonté après la crise du Covid, hein, quand on a questionné des médecins sur la manière dont la gestion du Covid avait été faite. Il avait été mis en avant qu'il y avait une très très grosse frustration de ne pas avoir été de pas avoir été proche des citoyens pour savoir concrètement ce qu'ils vivaient sur le terrain, pour éviter des décisions qui ont été parfois très douloureuses, par exemple sur la fermeture des EHPAD, sur la fermeture des commerces, sur la fermeture des écoles. Peut-être il aurait été intéressant d'adapter un peu plus les politiques publiques sur la réalité du quotidien. Et ça a manqué. Il aurait été intéressant d'avoir un conseil citoyen à côté du conseil scientifique, mais également à côté du président de la République. John, c'est déjà la fin de cet échange. S'il fallait retenir une mesure concrète pour améliorer la qualité de vie au travail et donc retenir les soignants? Je crois que ça ne peut pas être une seule mesure, La malheureusement. plus urgente. La plus urgente, alors si on veut retenir les professionnels sur le terrain,
Ça va être une valorisation des compétences. Je crois que ça, c'est vraiment ce qui est attendu par les professionnels en urgence. Mais derrière, c'est aussi repenser le métier de demain. La loi commence à nous amener vers cela. Maintenant, il va falloir aussi que les professionnels s'emparent de ces nouvelles compétences. Et là, on sait que ça va être un long chemin, mais je crois que c'est vraiment ces deux volets qui sont essentiels. Restez avec nous, on passe à l'analyse du docteur Bonneau.